direct avec le marché, pas besoin de passer par des fils dehors, hein, on est directement dans le sous-sol de l'échange, presque. Et attention, chaque personne qui paye beaucoup d'argent pour être là-dedans a une taille de fil qui est exactement identique par rapport aux autres personnes. Parce que certains sont plus loin dans la salle, mais non, c'est tout mesuré, tout le monde a le même accès. Donc il y a une certaine équité pour ceux qui ont les moyens. Évidemment, on utilise beaucoup de fibre optique. Alors ça, c'est une image qui est prise de Quantao, c'est une entreprise française. On est quand même une entreprise qui est assez dynamique dans le trading algorithmique. C'est des vendeurs, hein, c'est de services, ils ne font pas du trading. Mais donc, vous voyez un peu le temps. Un des problèmes, c'est que généralement, on ne va pas seulement trader à Chicago ou à New York ou à Londres. On va devoir communiquer entre plusieurs positions et on voit que la traversée New York-Londres, c'est 34 millisecondes maintenant avec des réseaux fibre optique. Donc optimisé, c'est pas celui que vous aurez si vous utilisez votre propre internet. Et pour la petite histoire, en ce moment il y a un projet de poser de nouveaux câbles pour la traversée de l'Atlantique pour aller plus rapide. Le projet, c'est 300 millions de dollars dépensés pour un gain de 5 millisecondes sur Londres-New York. Donc ça donne une idée à peu près du prix de la pas de la microseconde, de la milliseconde ici. Alors, c'est pas les seuls, il n'y a pas que le physique qui compte, il n'y a pas seulement la distance, le fibre optique. Il y a aussi évidemment un gros travail au niveau logiciel. C'est un peu comme les fusées, je ne sais pas si vous savez, quand vous envoyez une navette, on n'en envoie plus maintenant, mais quand on envoyait des navettes dans l'espace, au début ils peignaient les gros silos, les gros silos de carburant, au final ils ont arrêté de les peindre parce que c'était trop lourd, la peinture était trop lourde. Bon, là c'est le même principe, on va enlever sur l'operating system, sur le système d'exploitation, tout ce qui est superflu. Les gens utilisent plutôt Linux, parce que Linux, on peut faire un peu ce qu'on veut par rapport à Windows qui est plus restreint, c'est fermé. Donc les gens ont plutôt utilisé Linux et surtout, on peut lui faire une cure d'investissement. On peut garder vraiment ce qui est au cœur du système, on va enlever tout le reste qui ne sert à rien. Et on gagne quelques microsecondes de plus. Maintenant, à la mode, le logiciel, c'est lent. On se rend compte que le logiciel est trop lent, finalement. Donc, on va passer sur des cartes ou avec multiprocesseurs. Et on a de plus en plus d'électroniciens, d'ingénieurs en électronique qui prennent le pouvoir plutôt que passer par du logiciel. Alors, pas pour tout, d'accord? C'est pour tous les calculs un peu complexes. On utilise beaucoup NVIDIA, là, CUDA, c'est des cartes graphiques. D'ailleurs, les programmeurs, si vous êtes développeur dans des entreprises de jeux vidéo, vous saurez pour certains sous-payer par rapport au marché que vous pourriez avoir si vous êtes embauché. Ces profils sont très recherchés, mais il y a des salaires énormes pour les gens qui viennent du jeu vidéo parce que la programmation graphique, c'est vraiment optimal pour faire des choses en parallèle. On ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous êtes intéressé, on pourra en parler après. Bon, maintenant, la question, certains de vous, moi personnellement, je n'étais pas là dans les années 90, enfin si j'étais là, j'étais là, mais je m'intéressais à autre chose à ce moment-là, heureusement. Donc on est passé de ça à ça. Alors c'est presque aussi brillant, hein, un peu bruyant. Avant il n'y avait plus de testostérone, maintenant c'est du bruit. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un data center, mais c'est assez bruyant. Mais c'est pas la même ambiance. Alors comment on est passé des traders aux ordinateurs? On sait qu'il y a l'aspect vitesse, on va plus vite, ok, mais il n'y a pas que ça. On n'est pas passé du jour au lendemain à ce type de marché. Et c'est pas seulement la vitesse qui a fait le développement du trading haute fréquence comme on le connaît maintenant. Il faut savoir que dans les années 90, à peu près, on avait un duopole, c'est-à-dire il y avait deux échanges. Là, on parle surtout du marché américain. Pourquoi? Parce que c'est un peu le berceau du trading haute fréquence, là il y a le plus de trading haute fréquence qui est fait, le marché action américain. Donc il y avait un duopole oligarchique, un duopole entre deux échanges, le NYSE et le Nasdaq. Bon, à l'époque, ça a changé depuis, mais les échanges c'était des organisations non-profit, comme on dit en anglais, en gros, c'était plus ou moins co-géré par les membres de l'échange, dans un but totalement non lucratif, bien sûr. Et ces membres étaient dans l'échange, ils étaient sur le floor, c'était un peu les market makers, spécialistes, on les appelait, ils exécutaient les ordres qui arrivaient.
comme un market maker maintenant, à part que c'était fait de manière humaine. Et donc les investisseurs tradaient avec les spécialistes, et la conséquence un peu de ça, c'était des spreads et des coûts de trading élevés. Alors il n'y a pas que le spread, il y a aussi les commissions, forcément c'était humain, et quand c'est humain, c'est plus cher. Mais c'est pas trop ce qui a créé un problème. Ce qui a été vraiment le changement, un peu le catalyse du développement du trading haute fréquence, ça a été une étude faite par deux professeurs, Christie et Schultz, en 1994. Ils se sont rendus compte, et preuve à l'appui surtout, que les spécialistes, les dealers, s'arrangeaient entre eux pour ne pas coter toutes les cotations et pour avoir des spreads donc, qui étaient arrangés, manipulés, et donc faire payer les traders de plus grandes commissions. Ça a vraiment été, à l'époque, on se rend dans les normes apparemment, il y a eu une amende de 1 milliard de dollars, et c'est quand même en 1994, donc 1 milliard de dollars, c'était conséquent. Et suite à ça, ça a été un peu l'explosion de ce monopole. La SEC, qui est l'autorité des marchés aux États-Unis, a cassé, donc ils ont sorti une loi, ça s'appelle Reg ATS, ça c'est pas très important, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont cassé le monopole des échanges et tout le monde pouvait créer une entreprise qui était un échange. Tout le monde peut créer, tout le monde, il y a les moyens et l'aspect juridique, etc., mais on peut créer des échanges sur lesquels les gens peuvent venir trader. Il fallait savoir avant qu'il y avait quelques ECN qui existaient, vraiment pas beaucoup, et c'était réservé un peu la crème du trading, c'est-à-dire les investisseurs privés, Incinet par exemple. Et donc ces ordres, en fait, les investisseurs pouvaient cacher leurs ordres, et pas passer par l'échange central, et c'était évidemment très utilisé. Et tout ça, c'est fini. Tous les ordres en public, par contre, on peut créer autant d'échanges qu'on veut. Tout ça pour mettre en concurrence les échanges et éviter les arrangements entre copains. Donc en 1997, il y a un énorme développement des ECN. Donc les ECN, comme j'ai dit, c'est des entreprises. La grosse nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de middleman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialiste officiellement, il n'y a pas de market maker qui vont exécuter vos trades. Pourquoi? Parce que vous pouvez trader directement en face de quelqu'un. Si vous êtes deux personnes, vous voulez acheter, il veut vendre, vous passez par l'ECN qui vous met en relation, c'est matché et c'est fini. On n'utilise pas quelqu'un qui est là qui va prendre votre ordre. Cela dit, on sait bien que la liquidité dans le marché n'est pas assurée par les investisseurs. Les investisseurs ils traitent pas trop souvent et généralement ils traitent tous en même temps. Donc, et puis dans la même direction en plus, donc c'est un peu catastrophique. Donc il a fallu créer de nouveaux types de market makers. Et dans un ECN qui est, ECN ça veut dire Electronic Communication Network, c'est électronique, hein, on n'est pas dans un four avec des gens humains qui traitent en face de l'autre. Forcément, dans un monde électronique, ceux qui font de l'argent, ceux qui vont plus vite que les autres, ce sont les market makers électroniques. Donc ça a été le début de l'explosion du développement du market making électronique qui représente une bonne partie du trading haute fréquence. Une autre conséquence était la décimalisation. Avant, peut-être vous l'avez vu, on n'avait pas la même précision dans les unités des instruments. Ça permettait d'avoir des spreads plus élevés. Comme on a voulu mettre en concurrence les gens, on a voulu diminuer les spreads, on a ajouté les décimales. Et plus on a de décimales, plus on a de chiffres, plus on peut varier rapidement sur une petite unité. Et donc les ordinateurs sont très forts pour ça. Et donc certains, ceux qui sont contre le trading haute fréquence, veulent revenir en arrière et enlever la décimalisation, car ça enlève un gros avantage au robot. Et ça augmente parce que du coup, le spread minimum, c'est par exemple 10 fois plus. Si vous tradez le forex, par exemple, c'est 5 décimales, souvent, si vous repassez à 4 décimales, vous ne pouvez pas avoir un spread de moins de 1 pip. Alors que maintenant, c'est facilement accessible à tout le monde. Après, il y a les commissions, etc. Donc après, il y a une autre loi, le fait de devoir exécuter sur le marché américain. Donc maintenant, on a plein d'échanges et ça devient un vrai casse-tête. On s'est rendu compte que certains étaient exécutés à un prix moins bon qu'un autre échange. Donc la SEC a dit, bon, on va être maintenant obligé, si vous voulez exécuter l'ordre, vous recevez un ordre du client, vous êtes broker, si vous voulez l'exécuter, vous devez exécuter au meilleur National Bid Offer, Best Offer, la meilleure offre au niveau national, pas seulement sur le marché sur lequel vous êtes directement branché. Et là, c'est devenu une vraie course à la vitesse entre les différents échanges. Parce que chacun doit être en avance sur l'autre, parce que tous les ordres vont chez lui au lieu d'aller chez les autres.
Et on avait tous les ingrédients du développement du trading haute fréquence ici, comme on le connaît maintenant. Alors, un petit graphique pour voir un peu l'explosion. Ici, en fait, donc on voit le temps en 2006. C'est le nombre, en rouge, vous avez le nombre de cotations en milliards dans le temps. Donc on voit qu'on a une explosion en total des cotations, évidemment due au quoting haute fréquence. Par contre, le nombre de trades a augmenté. Vous le voyez ici un peu, mais pas trop. C'est resté assez stable. Donc on a une augmentation de la rapidité des cotations, mais un nombre assez stable du nombre de trades en volume. En nombre de trades, on a plus de trades, mais de plus petites tailles, en moyenne. Et dont les pics représentent les grands événements dont vous avez entendu parler, les crises, le flash crash, etc. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu du trading haute fréquence, des stratégies qui sont mises en place. Donc, je pense que je vais peut-être garder ça pour la fin, mais parce que j'ai une petite démo, on va voir à la fin si on a toujours le temps, sur le market making. Évidemment, ça a été un peu l'origine, c'est le fait de proposer le même produit à la vente et à l'achat. Je pense que vous savez tous ce que c'est. Il y a quelque chose qui était nouveau en fait. Market making, ça a toujours existé. C'est d'ailleurs beaucoup plus complexe que ce qu'il paraît maintenant, parce que tout va très vite. Donc si on ne veut pas avoir que des ordres buy et ne jamais pouvoir sceller et gagner le spread, il faut aller très vite et être intelligent, parce que généralement les gens achètent tous en même temps, les vendent tous en même temps. Donc bon, c'est assez plus complexe que ce qui paraît. Il y a aussi autre chose, c'est le rebate trading qui est apparu. En gros, les échanges, maintenant ils sont rémunérés à la commission, enfin ils l'étaient aussi avant, mais ils sont rémunérés à la commission et eux, leur intérêt c'est d'attirer le plus d'ordres possible. Ils aiment les traders haute fréquence, forcément, ils passent beaucoup d'ordres, beaucoup de volume, et donc ils leur font un rebate, pas seulement aux traders haute fréquence, mais en gros, si vous apportez de la liquidité au marché, si vous passez des ordres limites, si vous êtes passif, vous êtes payé un petit pouillème de dollars pour chaque ordre. Ça fait rien si vous ne tradez pas beaucoup, mais sur des volumes énormes, ça représente de l'argent. Donc les gens, on va en parler tout à l'heure, mais les gens, certaines personnes se sont mis à trader pour trader. Pas vraiment dans un intérêt business, c'est-à-dire pas forcément de demande, mais bon, comme l'échange paye, de toute façon, les traders haute fréquence se mettent à trader entre eux. C'est là où ça devient un problème. Voilà, c'est ce que j'ai dit. L'autre type de trading qui est beaucoup fait, c'est le statistical arbitrage. C'est profiter de... Vous savez, tout est lié. Par exemple, entre l'indice et les sous-jacents, les actions, entre les ETF et les indices, entre les futurs et les sous-jacents, entre des stocks d'actions, tout est lié. Et donc, si vous allez très vite, vous pouvez entrer des ordres très rapidement, vous pouvez profiter d'un retard, par exemple, de l'ETF sur l'indice, etc. Et puis, c'est ce qui fait, en gros, que les futurs suivent l'indice ou suivent le panier d'actions, parce que si ça ne suit pas, il suffit d'arbitrer, de faire de l'argent sans risque. Tout le monde peut le faire, mais maintenant, comme tout le monde le fait, justement, il faut aller réellement vite pour pouvoir le faire de manière et gagner de l'argent avec. Quand on met en jeu que la vitesse, il y a des moyens de faire de l'arbitrage qui est statistique, qui est moins déterministe, donc là on n'est pas sûr de gagner, on peut aller plus lentement. Latency arbitrage, ça c'est utiliser le fait que les prix peuvent être décalés entre les échanges, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place, là aussi une vidéo qui était envoyée sur le forum il y a quelques jours. Ce qui existe, c'est que chaque échange donc, a ses cotations, et ensuite les cotations doivent aller dans un système national central, qui permet de tout processer ensemble et de créer une vue nationale pour les États-Unis des cotations. Le problème, c'est que ce système-là, il est plus lent que ce que vous pouvez faire avec des gros moyens. Et donc si vous arrivez à réutiliser, alors c'est rien d'interdit, il suffit de réutiliser les données qui viennent de chaque échange, de calculer ça vous-même, et vous avez une avance, c'est-à-dire vous pouvez voir le futur. Le futur, là, microsecondes, millisecondes, mais ça peut être, ça suffit, je veux dire, pour ceux qui font du trading haute fréquence. On pourra voir quelques vidéos après sur la table. Le momentum, alors ça, c'est ce qu'on parle un peu plus sur les forums. Maud, alors il y a deux types.
il y a un peu les gentils, on va dire, qui font de la modélisation de tendances court terme et qui vont profiter de petits mouvements parce que c'est un peu plus prédictif éventuellement dans la microstructure. Après, il y a des stratégies un peu plus manipulatives, prédatrices, on en parle souvent sur les forums. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à long terme, les traders en fréquence n'ont pas intérêt de bouger le marché. Principalement, ils font du court terme. Ils vont gagner de l'argent sur le spread. Et si ça va trop dans une direction, comme le flash crash par exemple, c'est la panique, un gros mouvement. Le flash crash n'a pas été initialisé par le flash crash. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché allait trop dans une direction, donc les market makers n'ont plus la possibilité de coter, ou alors ils ferment, donc ils se retirent du marché, hop, il n'y a plus de traders en fréquence, il n'y a plus de liquidité, le marché s'effondre, on touche, on en parlait, mais en gros, c'est la catastrophe et c'est là où il y a le crash. Donc, de manière générale, ils ne veulent pas trop bouger le marché. Après, je ne dis pas qu'ils ne bougent pas de certains points, avec certaines stratégies pour faire de l'argent sur des petits allers-retours, sur des petites échelles. Et en gros, c'est un peu, les gens faisaient du scalping avant, c'est un peu du scalping haute fréquence. Il n'y a rien aussi de spécialement nouveau sur le soleil. Les stratégies de manipulation court terme ont toujours existé. Après, manipulation pour les uns, certaines choses sont de la manipulation, pour les autres, non. Bon, avec des époques, les définitions changent. C'est quelque chose qui se faisait plus ou moins manuellement avant, et maintenant ça se fait de manière très rapide et qui ça peut poser des problèmes. Voilà. Ça, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure sur le fait qu'on va avoir un retard du cycle parce que... Ah oui, bon, ça c'est une autre explication physique. Ça c'est plus problématique. Donc là, on va calculer les cotations officielles. On va avoir les cotations officielles. Là, c'est l'échange, ok. Là, c'est le moteur de matching. Donc, quand les trades sont exécutés, ils sont exécutés ici, c'est le NICE. J'ai rajouté ça la dernière minute parce que la NICE a une amende à cause de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un trade qui est exécuté là, il va rentrer dans un système qui s'appelle Internal Distribution. Bon, c'est pas exactement ce qu'il fait, d'ailleurs beaucoup de gens se posent la question. Et puis après, il va rentrer dans une traduction, en gros, il va mettre ça dans un format qui peut être lisible par tout le monde, et ça va rentrer dans le public feed, donc pour tout le monde, l'accès du feed pour tout le monde, et consolidated tape, c'est le site, enfin, tout ce qui est officiel, les cotations officielles. Le problème, c'est que là, vous avez quelque chose qui s'appelle le prop feed, qui est vendu par le NICE. Donc, on parlait déjà du NICE à l'origine, enfin, NICE et du Nasdaq à l'origine du trading haute fréquence avec leur manipulation des dealers. Et donc là, ils fournissent un feed spécifique. Si vous voulez payer, vous pouvez vous enregistrer à l'Open Book Ultra, qui vous permet d'avoir le feed des cotations avant tout le monde, sans passer par l'Internal Distribution et la Translation Layer. S'il y a quelque chose à réguler, c'est ça, c'est pas spécialement les gens qui utilisent le fait qu'on leur vende quelque chose qui permet de gagner de l'argent. Ça me paraît assez évident. Alors, par contre, très peu de personnes en parlent. Alors, certains en parlent. Nanex, vous avez entendu parler. Là, c'est un document qui vient de la SEC et de Nanex. Nanex a rajouté ça. La SEC sont un peu moins clairs dans le problème. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le débat et les controverses. Je vais commencer par les avantages, on ne parle presque jamais, donc je vais commencer par ça, puis après on verra tous les problèmes et les discussions. Alors les gens qui font du trading basse fréquence disent que les spreads sont plus étroits. De l'autre côté, les gens qui sont contre le trading fréquence disent que le spread est plus étroit, sauf quand il y a des problèmes, et là il n'y a plus personne, et c'est la catastrophe. Alors, c'est des combats à coups d'études. Généralement, les gens qui disent que les spreads ne sont pas plus étroits n'ont pas forcément de chiffres. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, attention. Hein. Je dis qu'il y a plutôt d'études qui montrent que les spreads ont diminué. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir dans quelles conditions. En moyenne, ils ont diminué. Par contre, il y a quand même des problèmes structurels dans le cas où c'est la panique. Le coût du trading est plus faible, tout le monde a des accès, c'est pas tout grâce au trading basse fréquence, bien sûr, mais les barrières d'entrée au niveau électronique, maintenant, on peut quasiment tous faire du trading, si vous voulez un serveur, on en parle dans d'autres conférences, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent. Donc ça c'est l'électronisation du marché, ça a permis de donner à tout le monde l'occasion de trader de manière assez facile. Alors, il apporte de la liquidité, mais comme je dis, il se retire au mauvais moment. Ça permet d'avoir des prix qui sont plus cohérents parce que tout est arbitré très vite, donc a priori vous n'allez pas vous faire avoir si vous tradez à un endroit plutôt qu'à un autre, a priori.
Alors ça, c'est beaucoup plus sujet à interprétation. Les ordinateurs, de manière générale, ne paniquent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de rumeurs. Les mauvaises langues diront que les ordinateurs interprètent de fausses rumeurs. Parce que maintenant, il y a un nouveau truc, c'est le trading de news. Donc les ordinateurs peuvent se brancher directement à des feeds de news. Vous recevez un format informatique, avant, pas tout le monde, enfin, c'est direct, c'est rapide, c'est informatique, mais c'est avant si vous écoutez Bloomberg, vous recevez la news plus tard. Là, il y a un message direct avec le nouveau taux d'intérêt, par exemple. Ça encore, c'est facilement interprétable. Le problème, c'est que des fois, maintenant, ils essaient d'interpréter le texte dans les news, là aussi, à partir de Twitter. Ce genre de choses se met en place. Dans la plupart du temps, ça marche bien, et c'est assez vrai. Mais de temps en temps, il y a eu quelques exemples, pas énormément, mais il y a eu quelques exemples de mauvaises interprétations de rumeurs. Alors, parce que l'ordinateur, on le sait, n'interprète pas bien les choses. Il est bête, complètement bête, idiot. Donc, je ne me rappelle plus de l'exemple exact, mais il y a des actions qui ont été assez mouvementées dans la mécompréhension d'une news, dans une news qui a été révisée avec une mauvaise date. Il y a un cas, je crois, où la news, c'était une news qui était datée de 2 ans, qui était envoyée par erreur, et il y avait tous les ordinateurs derrière qui alissaient dessus. Donc là aussi, c'est des choses pas très correctes. Donc par contre, vous n'avez pas de Kerviel, de Kerviel ou du trader anglais qui a acheté la moitié de l'OPEP, la production de l'OPEP la nuit après avoir trop bu. Bon, ça n'existe pas, évidemment. Mais comme je disais, tout est soumis à controverse. On peut discuter ça, et il faut savoir que, forcément, pourquoi on parle du trading haute fréquence maintenant. D'abord, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est pas la première fois qu'on aurait dans les marchés financiers quelque chose qui ne soit pas très fair, pas très équitable. Si on en parle maintenant, c'est qu'il y a des gros acteurs historiques qui perdent beaucoup d'argent à cause du trading haute fréquence, et qui poussent tous dans la direction pour mettre hors business, ou un peu plus hors business, les traders haute fréquence qui les ont mis eux-mêmes hors business. Je ne peux pas dire de nom, mais si vous regardez les débats qu'il y a, juste interrogez-vous sur les personnes qui écrivent les articles. Alors, ça marche des deux côtés, évidemment. Vous avez des gens qui vendent des cours de trading haute fréquence, ou qui font du trading haute fréquence, donc eux, bien sûr, vont vous dire que le trading haute fréquence, c'est super. De l'autre côté, il y a pas mal, maintenant, de plus en plus de gens qui critiquent le trading haute fréquence, et quand vous regardez, c'est des anciens dealers, ou c'est des banques d'investissement qui perdent énormément d'argent à cause de ça, ou ce sont des brokers, dealers, donc qui ne veulent pas automatiser et qui forcément se font manger les commissions. Il y a beaucoup de gens qui veulent interdire le trading haute fréquence et revenir à l'ancien système de commission. Alors je trouve ça un peu bon, pas très juste. Autant il faut réglementer mettre les freins là où il faut, et on va voir quelques solutions après, autant revenir en arrière complètement, je vois pas trop ça intelligent. On reproduirait juste les anciens problèmes. Donc au niveau des problèmes, des points qui sont mentionnés, à propos de la colocation, alors, la justification, c'est que tout le monde peut y aller, il suffit juste d'avoir quelques millions, vous pouvez louer votre rack. Donc si vous avez des investisseurs, vous pouvez y aller. Bon, oui, d'une certaine manière. Après, c'est vrai que c'est pas équitable. Le seul problème